des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 3 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Je vous emmène aujourd'hui outre-Atlantique à la rencontre d'Alex Bellemare, un haltéro-canadien de 22 ans que vous pouvez retrouver sur la scène internationale depuis quelques années déjà, mais également en France puisqu'il vient régulièrement renforcer les effectifs déjà bien musclés du club de Saint-Marcelin. Salut Alex. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien et toi? Ça va super. Cool. Écoute, je suis ravie de t'avoir. Merci de m'avoir. C'est vraiment cool de pouvoir rencontrer des athlètes aussi de l'étranger pour avoir votre vision de l'entraînement, découvrir aussi d'autres passionnés. Oui. Donc du coup, je vais commencer par te demander si tu peux te présenter, si tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours. Oui, bien sûr. Je m'appelle Alex Bellemare. Je suis un athlète canadien. Je viens du nord du Québec. Maintenant, j'habite à Montréal. J'ai commencé l'haltérophilie quand même très jeune. C'est mon père qui était mon coach à l'époque. Maintenant, j'ai un nouvel entraîneur, des nouveaux partenaires d'entraînement aussi. Je suis sur l'équipe nationale senior depuis... en fait, je suis dans ma 4e année. Ça fait depuis 2015, juin 2015, que je fais des compétitions à l'international. J'ai fait des mondiaux juniors. J'ai fait mon 3e mondiaux senior cet automne. Et c'est environ ça, je dirais. J'aime bien jouer à l'haltérophilie. Disons. Est-ce que tu exerces un métier à côté de tes entraînements? Est-ce que tu fais des études ou est-ce que tu es pour l'instant 100% dédié à l'haltéro? En ce moment, j'étudie, dans le fond, je rentre à l'université de Montréal cet automne en kinésiologie. J'ai fait, dans le fond, je suis en train de faire un cours en kinésiologie, mais je suis, dans le fond, ce qu'on appelle un étudiant libre, donc un étudiant qui n'a pas vraiment de programme et qui fait les cours qu'il veut un peu à côté, qui n'est pas nécessairement dans un programme fixe. D'accord. Oui, du coup, c'est un petit peu particulier, en tout cas par rapport au système français qu'on peut avoir sur l'enseignement. Oui, du nous, coup, en gros... on a ce qu'on appelle les cégeps. Dans le fond, on est les seuls presque à avoir ça. Même au Canada, on est les seuls au Québec à avoir ça. Donc, dans le fond, j'ai fini mon cégep, qui est un peu l'équivalent du lycée, je crois, en Oui, c'est France. ça, c'est le... Ouais. Ouais, dans le fond, que j'ai un DEC, donc un diplôme d'études collégiales, que j'ai fait un pré-universitaire. Donc, ce que j'ai fait à date, ça me sert pas à grand-chose à part de rentrer à l'université. D'accord, c'est l'équivalent en gros du bac chez nous, nous en France. Comment ça se traduit du coup pour toi en termes d'organisation dans ta journée par rapport à tes cours, par rapport à tes entraînements Moi, j'ai fait une année sans école, dans le fond, en sortant nous, ce qu'on appelle le secondaire. Donc, à 17 ans, j'ai pris une année sans école juste pour coacher dans un gym de CrossFit et puis m'entraîner. Puis, je trouve que ça a été une bonne décision. C'était bien dans le planning. Mais depuis ce temps-là, dans le fond, depuis 18 ans, je suis toujours à l'école. Je prends quelques cours par session. C'est sûr que je suis pas à temps plein. Mais j'aime bien avoir comme un horaire pour vraiment... C'est difficile à dire pour ceux qui l'ont jamais expérimenté, mais dans le fond, quand tu as juste à t'entraîner dans une journée, même si tu as 2 entraînements, même si tu t'entraînes 4-5 heures dans une journée, tu peux un peu procrastiner, dire finalement, au lieu d'aller m'entraîner à 10 heures, je vais m'entraîner à 11 heures et tout. Puis quand tu t'entraînes, l'intensité de l'entraînement peut être moins élevée aussi parce que si tu as juste ça à faire dans ta journée. Tandis que, par exemple, j'ai un cours à midi, je sais qu'il faut que je sois au gym à 9 heures, puis j'ai pas le choix, je peux pas retarder, puis je peux pas parler, puis retarder un peu mon entraînement. Faut que je commence à 9h, 9h30 pour en finir, exemple, à 11h30, et puis aller à mon cours à midi. Donc, moi, j'aime avoir une horaire plus strict, entre guillemets. Dans le fond, avoir des cours pour que ça m'aide à organiser plus ma journée, puis ça me force, dans le fond, à organiser plus ma journée aussi. Je comprends, mais ça rejoint un peu ce que beaucoup d'entraîneurs m'ont dit récemment, justement aussi à travers les podcasts. C'est que souvent les athlètes, donc pas que sur le plan de l'organisation, mais souvent quand ils ont une vie bien remplie, dans le sens des études, une vie sociale, une vie personnelle, une vie intime, etc., et une vie dédiée à l'entraînement, en général, ils sont un peu plus équilibrés, ce qui fait que quand il y a un pan de leur vie qui va un petit peu moins bien, des mauvais entraînements ou des problèmes, des choses comme ça, ils arrivent à compenser d'autres façons, alors que quand ils sont à 100% dans l'entraînement, quand l'entraînement se passe pas bien,
bah il y a rien qui va. Ouais, c'est vrai ça. Quand tu peux un peu te rattraper sur d'autres pans de ta vie, si tu as un mauvais examen, tu peux te rattraper sur l'haltérophilie. Puis en même temps, si ça va, t'as pas fait une bonne compétition que tu avais vraiment préparée, ben tu peux te rattraper un peu dans d'autres choses. Donc pour moi, c'est quand même important d'avoir une vie équilibrée, puis de oui, tu sais, l'haltérophilie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, puis que j'aime, puis que je fais depuis très longtemps, puis que ça définit une partie de moi, mais je veux pas que l'haltérophilie, que Alex Bellemare, ça soit que l'haltérophilie, tu sais. Puis c'est un peu une de mes philosophies quand je vais en compétition, tu sais, de parler un peu à tout le monde, peu importe combien il est, tu sais, de jamais me prendre au sérieux non plus. Là, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup dire beaucoup de niaiseries. Donc, tu sais, moi, c'est une de mes philosophies de jamais me prendre au sérieux, puis de toujours... dans le fond, que les gens... j'ai appris quand même assez jeune que dans le fond, ceux qui vont aux Olympiques, c'est vraiment bien. Ceux qui font des records, qui sont au top de leur sport, c'est vraiment bien, mais 10, 15 ans plus tard, il y a peu de gens qui se rappellent de ces personnes-là. Mais je me suis rendu compte que quand tu parles avec quelqu'un, quand les gens voient ta personnalité, quand les gens ils voient ton côté un peu plus humain, puis ils voient que t'es pas juste quelqu'un qui lève lourd, ils vont se rappeler de toi plus longtemps. Mais c'est pas nécessairement se rappeler je veux que les gens se rappellent de moi, mais c'est plus j'aime mieux que les gens se rappellent de Alex aimait beaucoup dire de niaiseries ou Alex était quelqu'un de gentil ou drôle que Alex élevait lourd. C'est plus ça, c'est plus pour ça que j'aime ça parler à plein de gens autour de moi. Dans le fond, quand je vais aux compétitions, je parle pas juste aux meilleurs, j'essaie de parler à tout le monde, ou tout le monde qui vient me parler, je crois que je suis facilement accessible et tout. Non, mais t'as raison, je pense que c'est chouette de... En tout cas, c'est vraiment cool d'essayer de laisser une empreinte positive dans son sport, surtout quand on est passionné, parce que Mm-hmm. que ce soit là en tant qu'athlète ou ensuite en tant qu'entraîneur ou même juste en tant que, je sais pas, peut-être supporter dans quelques années, ça Oui, restera toujours... ouais, il y a des personnalités auxquelles on s'attache, hein, c'est vrai, même sans parler du résultat, parce qu'on s'identifie à eux, parce qu'on a passé des bons moments et que parfois on fait des mauvaises c'est vrai. compétitions, mais on a fait un beau voyage, quoi. Tu vois? Mm-hmm. Puis des fois, juste quelqu'un a une mauvaise journée ou quelqu'un a une mauvaise compétition, puis de voir que quelqu'un, moi ou peu importe qui, que ce soit Bernardin ou tu sais, je nomme des gros noms comme ça, mais si tu fais une mauvaise compétition, puis que par exemple Bernardin vient te parler après la compétition, ben ça peut te faire de quoi, puis ça peut t'aider à te motiver pour continuer et tout. Tu sais, moi, dans ma philosophie un peu, c'est je veux que tout le monde fasse de l'haltérophilie. Moi, je veux pas que quelqu'un arrête l'haltérophilie, tu sais, parce que je trouve que c'est un sport qui m'a tellement apporté puis qui m'apporte encore tellement. Donc, tu sais, je veux... Si je peux aller parler à quelqu'un qui commence ou que c'est sa première compétition puis qui est pas satisfait des résultats parce qu'il regarde moi ce que je lève puis il se dénigre un peu en faisant « ben moi je lève pas ça donc je suis pas bon », je veux aller lui parler pour lui dire, tu sais, continue et tout, tu sais, c'est pas venu du jour au lendemain lever des charges comme ça, pour que cette personne-là, elle retourne à l'entraînement, puis qu'elle soit contente, puis qu'elle soit motivée, puis ah ben Alex ou peu importe qui, il y a une personne qui est venue me parler puis qui m'a dit que ce que j'ai fait, c'est quand même bien, tu sais. Non, mais t'as raison, c'est super important. Et puis, je pense que c'est difficile parce que dans l'haltéro, il n'y a pas vraiment de grandes stars. Enfin, en tout cas, pas Non, ouais. autant que dans d'autres sports. Mais par contre, des fois, sans le savoir, il y a des gens qui sont des référents, parce qu'ils sont en Mhm. équipe nationale ou parce que, voilà, pour d'autres raisons. Et effectivement, ils se rendent pas toujours compte de l'influence qu'ils ont sur les autres, de l'influence positive, hein, j'entends. Mhm. Et à quel point je trouve que c'est important d'être bienveillant dans ce qu'on fait, et dans le sport et ailleurs d'ailleurs, mais parce que c'est comme ça qu'on marque son activité de façon très Ouais, vraiment. positive. Vraiment. Donc non, je suis d'accord avec toi, c'est carrément bien d'avoir cette approche-là. Je rebondis un peu là-dessus. Oui. Donc toi, tu fais des études de kinésiologie, c'est Oui. pour être kinésithérapeute, c'est ça? Je sais pas si c'est pareil en Kinésiologue. Ouais. français. D'accord, ouais, je Ouais. pense que nous Ça, on ouais. dit kinésithérapeute, mais après je sais que les nomenclatures ça bouge un petit peu, donc peut-être même qu'on dit kinésiologue en France et que je suis pas trop à la page. C'est Ouais. Je possible crois que la aussi. différence, dans le fond, kinésithérapeute, c'est que tu peux soigner les gens par Dans le fond, kinésiologue, si je me trompe pas, ça veut dire kinésie, c'est comme sport ou quelque chose du genre. Donc, kinésiologue, c'est comme Mhm. la science du sport, étudier un peu en science du sport. Kinésithérapeute, peut-être que là, les gens vont me reprendre, là, mais kinésithérapeute, j'ai l'impression que c'est que tu peux traiter en utilisant la science du sport. Donc, tu sais, tu peux faire des programmes d'entraînement et tout, tandis que kinésiologue, c'est un petit peu plus théorique. Et ensuite, tu peux faire, par exemple, une maîtrise, mettons, un peu en thérapeute, si je peux dire. Et puis ensuite, tu peux faire comme thérapeute du sport, kinésithérapeute. J'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que je me trompe.
Je sais pas trop. Il me semble que tout ce qui est kinésiologie, c'est beaucoup plus axé sur le muscle. Ouais, ça se peut, ouais. Après, je sais pas si la kinésithérapie, Mhm. c'est pas un peu plus global, je dirais. Peut-être, ouais, Mais peut-être. alors là, il faudrait vraiment regarder dans la définition. S'il y a des kinés qui nous écoutent, n'hésitez pas à Ouais, préciser en notez la commentaire. définition. Mais en tout cas, ça recroise bien, je trouve, avec ta personnalité, parce que moi, je suis sportive également, donc je vais aussi souvent chez le kiné. Mhm. Je vais dire kiné, comme ça, on aura qu'à faire un mélange entre les deux. Ouais. Et je trouve que c'est vachement agréable quand tu as un professionnel très, voilà, très empathique, très sympa aussi, très à l'écoute, parce que du coup, tu as beaucoup plus d'échanges dans ce que tu ressens à l'entraînement, Oui, dans ce que oui. tu ressens comme douleur, d'essayer de relier les causes pour trouver les conséquences et essayer d'avoir une approche qui soit d'abord un peu antalgique quand on va faire des soins, mais qui soit aussi un peu plus constructive dans le sens d'avoir des protocoles de rééducation bien précis, bien adaptés Mhm. pour que tu puisses inscrire ça pas seulement dans une phase où je me soigne, mais dans un protocole Ouais, quotidien qui dans te la permette routine d'être un en peu. bonne santé très longtemps. Voilà. Mhm. Ouais, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Toi, tu es accompagné sur ce plan-là? Est-ce que tu as un kiné, des ostéos En fait, je sais. quand j'étais quand j'étais au nord du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, ça va dire absolument rien sauf aux personnes qui viennent du Québec, mais c'est la région où je suis en ce moment à cause des circonstances. Mais j'avais une équipe autour de moi, des massothérapeutes, acupuncteurs et tout. Là, qu'est-ce qui est bien en ayant bougé à Montréal, c'est que je m'entraîne au Stade olympique, à l'Institut national du sport. Et là, il y a toute une équipe déjà comme spécialisée dans les athlètes et tout de haut niveau. Il y a une équipe de médecins, il y a une équipe de physio, il y a une équipe de masso et tout. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-bas. Donc, eux sont déjà spécialisés dans les athlètes de haut niveau. Fait que c'est avec eux que maintenant, si j'ai besoin ou si j'ai mal quelque part ou si je veux faire un rendez-vous de routine, c'est avec eux que je fais ça. D'accord. Ouais, parce que j'imagine que c'est important. Je sais qu'en France, on a la chance d'avoir un système de santé qui est un petit peu particulier, qui est unique au monde d'ailleurs, il me semble, et plutôt dans le bon sens, puisque quasiment tout est remboursé, en tout cas sur tout ce qui est soins de kinésithérapie, de Wow, c'est médecine cool. générale, un tas d'autres prestations également, et en fonction des mutuelles qu'on peut avoir, pour lesquelles on cotise évidemment, Mhm. on peut avoir des remboursements sur tout ce qui va être ostéopathie. Je sais que toutes les médecines dites un petit peu alternatives, acupuncture, je sais pas, mais je sais qu'il y a parfois ce genre de médecine qui rentre aussi de plus en plus dans ces protocoles-là, ce qui fait que l'accès aux soins, il est pas très compliqué chez nous. Ouais, c'est cool. Je sais aussi que les athlètes en équipe de France qui ont la chance d'être à l'INSEP, donc être vraiment dans le centre de formation, en Mhm. gros, multisport, ils ont toute une équipe médicale à disposition. Et il faut dire que c'est un gros plus, puisque si toi, t'as pas ça, bah forcément, tu peux faire des kilomètres pour aller chez le kiné, des kilomètres pour Ouais. aller chez l'ostéo, alors que bon, quand tu as la chance de terminer ton entraînement et d'avoir accès directement à ces professionnels-là, c'est quand même, je trouve, un sacré plus. Oui, oui, vraiment, vraiment. Ça aide dans la récupération. Tu peux revenir plus rapidement à l'entraînement. Tu peux faire des entraînements avec une plus grande intensité ou un plus grand volume, une plus grande fréquence, puis revenir plus rapidement. Si tu as une blessure, c'est sûr que tu reviens plus rapidement avec l'aide d'un professionnel. Que ce soit, oui, avec les manipulations, si c'est un masso et tout, mais juste justement avec un kid ou quelque chose du genre pour t'aider à trouver des mouvements ou avec un physio ou trouver des mouvements que peut-être tu manques de flexibilité là, fais tel mouvement, ou peut-être que tu manques d'activation au niveau des abdos, donc essaie de faire tel mouvement avant de faire du squat ou des trucs comme ça. C'est sûr que ça aide comparé à sans ça, c'est Mm. clair. Ouais, j'imagine, hein. On va parler un petit peu de tes objectifs. Mhm. Est-ce que les jeux, c'est au programme pour toi? Oui, dans le fond, j'ai essayé d'aller aux Jeux de 2020. Là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec les Jeux de 2021. Est-ce que la qualif est terminée puis que c'est juste transféré à l'an prochain ou s'il va y avoir, dans le fond, le dernier événement de qualification qui était censé être les championnats continentaux, que ce soit panaméricains, européens, asiatiques et tout, qui était censé être, je pense, ça commençait cette semaine. Nous, les panaméricains, c'est censé être la semaine prochaine. On enregistre ça le 14 avril. Donc, moi, j'étais censé lever mercredi le 22. Mm. Donc, on ne sait pas trop exactement comment ça va se passer. En ce moment, je ne suis pas qualifié parce que je suis 2 ou 3e niveau continental. Peut-être qu'on pourra parler de la méthode de qualification un petit peu plus tard.
Mais dans le fond, avec les championnats panaméricains, on essayait soit de gagner des points ou au moins rester au même stade que si quelqu'un soit se blesse, soit test positif, quelque chose comme ça, on serait prêt d'y aller. Du coup, je te pose la question de façon assez logique. Ouais. Hein. Pour que ce soit un peu plus clair pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu saurais nous expliquer simplement comment se déroule le processus de qualification pour concourir aux Jeux Olympiques? Mm-hmm. Je vais commencer en disant que je ne suis pas un expert. Je suis juste quelqu'un qui a fait un peu le processus de qualification. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas soit hyper claires ou soit hyper précises. Dans le fond, peut-être qu'il y a des choses que je me trompe, mais selon nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il faut déjà commencer avec les anciens processus de qualification. Que ça, je paraphrase un peu, c'est des choses que j'ai entendues parce que moi, j'ai 21, je n'ai pas participé aux anciens processus de qualification. Mais dans le fond, l'IWF j'essaie d'être clair, l'IWF devait prendre des mesures face au dopage. Puis une des mesures qu'ils ont prises, c'est changer le processus de qualification pour que les athlètes fassent plus de compétitions dans le cycle de qualification. Autrement dit, avant, si je comprends bien, un athlète pouvait se qualifier au début du cycle de qualification, qui, en l'occurrence, nous, c'était à l'automne 2018. Donc, par exemple, avec l'ancien processus de qualification, j'aurais pu me qualifier au début de la période de qualif, donc en novembre 2018, puis j'aurais pas compétitionné, par exemple, j'aurais resté dans mon pays, puis j'aurais fait des choses, du dopage, on va le dire. Donc, je me serais dopé, puis je serais allé aux Jeux Olympiques. Donc, j'aurais eu un an et demi que j'aurais pas été testé, parce qu'on sait qu'il y a des pays qui sont moins testés que d'autres. Donc, pour contrer ça, l'IWF a dit, OK, pendant la période de 18 mois, donc de automne 2018 à printemps 2020, vous allez devoir faire au minimum 6 compétitions, donc au minimum 1 ou 2 compétitions par 6 mois. Dans le fond, ils ont classé ça en 3 périodes, T1, T2, T3. Donc, les athlètes qui sont suspects vont au moins se faire tester 1 à 2 fois par 6 mois. Donc, c'est quand même assez logique. Et ensuite, parmi ces 6 compétitions-là, à chaque compétition, vous allez gagner des points, et ainsi de suite. C'est un petit peu comme moi, la façon que je l'expliquais, c'est un petit peu comme au tennis. Il y a des compétitions qui valaient plus que d'autres. Par exemple, les championnats continentaux, ils te donnaient un bonus de points. Les championnats mondiaux seniors donnaient un bonus de points. Comparé à, par exemple, moi, une compétition que j'ai faite, Las Vegas International Open, que c'était une compétition, dans le fond, que ça ne te donnait aucun bonus. Donc, est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est ça. Il me semble que c'est donc les compétitions qui sont classées par couleur de médaille, hein, on va dire, bronze, argent et or. Ouais. Exact. Bronze, dans le fond, tu n'avais pas de bonus. Argent, tu avais 5% de bonus. Et or, tu avais 10% de bonus. Donc, tu avais plein de compétitions que tu pouvais faire. C'est toutes des compétitions antidopage que tu es sujet à des tests antidopage. Donc, ça, c'est super. Donc, c'est ça. Les athlètes qui étaient suspects allaient se faire tester environ 6 fois pendant les 18 mois. Donc, ça, c'était bien. Ils prenaient tes 4 meilleures compétitions et ils additionnaient les points et ça te faisait un classement mondial. Dans ce classement mondial-là, il prenait le top 8. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il prenait le top 8. Dans le fond, dans les 81 kilos, moi, ma catégorie de poids, il prenait le top 8. Ensuite, il prenait une personne de chaque continent. Ouais, c'est ça. Donc, ça faisait 14, 6 continents. Et il y avait une wildcard qu'on appelle, dans le fond, une carte, un peu comme une carte blanche, que soit que cette carte-là était donnée à l'équipe japonaise, parce qu'on sait que quand un pays organise les Jeux, ils ont droit à une équipe complète. Donc, soit que cette carte blanche-là était donnée à une des personnes du Japon, ou soit qu'elle était donnée à quelqu'un un peu qui était jugé qu'il méritait, ou un truc du genre. Donc, tu sais, ils ne donneront pas la carte à n'importe qui, ça c'est certain, mais par exemple, je sais que, je pense que le meilleur exemple qui vient en tête, il y avait une fille, j'ai aucune idée c'est quoi son nom, je crois qu'elle était quand même dans les grosses catégories, une fille, je crois, qui venait de l'Océanie, je ne me rappelle plus de quelle, d'une des îles, une île Samoa, ou une des îles par là-bas. Puis elle a décidé de transférer pour lever avec l'Australie. Puis quand tu décides de changer de pays, normalement, tu es censé passer 2 ans sans compétition internationale. Que tu as 2 ans, dans le fond, que tu peux pas représenter l'Australie. Fait que cette fille-là était vraiment forte. Elle a levé à la Coupe du monde de Rome, que j'étais à la fin janvier. Donc, elle décide quand même de faire le processus de qualification, un peu bypasser tout ça, sauf qu'elle n'a pas levé dans le T1. Fait que normalement, elle ne serait pas censée se qualifier pour les Jeux, sauf qu'elle est de calibre pour aller aux Jeux, elle est quand même très forte, elle serait capable de compétitionner aux Jeux, donc on pense qu'elle, par exemple, pourrait avoir une carte blanche. Comme des circonstances un peu extraordinaires, des personnes pourraient avoir des cartes blanches. Est-ce que c'est clair? D'accord. Écoute, jusque-là, j'ai bien suivi.
Oui, ok. Enfin, je crois. Du coup, si je résume, par exemple, dans ton cas présent, il faudrait que tu Mhm. sois dans les 8 meilleurs mondiaux Oui. chez les moins de 81, puisque c'est ta catégorie, Mhm. ou que tu sois premier continental. Continental. Ouais. Puis dans le fond, premier continental, quand moi je dis que je suis deuxième ou troisième, en fait, je suis plus loin que ça. Mais par exemple, il y a un Colombien que lui, il passe dans le top 8, ben ça tombe au deuxième. Là, le deuxième, par exemple, je ne me rappelle plus, mettons, c'est Harrison Morris des États-Unis. Lui, il passe dans le top 8, ben ça passe au troisième, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, si le premier est dans le top 8, ça passe au second. Si le deuxième est dans le top 8, ça passe au troisième, et ainsi de suite. Donc, qui t'a comme gros concurrent, ou en tout cas comme candidat au podium, selon toi, chez les 81 pour les JO? C'est certain que un des deux Chinois, soit Li Dain ou Zhao Zheng, va soit gagner, soit c'est sûr qu'ils sont premiers ou deuxième. Sinon, en ce moment, l'Égypte va pas au JO. On sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr que c'est un des Chinois qui gagne. Ça va dépendre lequel qu'ils vont envoyer dans le fond au JO. D'après moi, parce qu'on a vu au championnat du monde que Lou était pas avait mal au dos et tout. Donc d'après moi, si Lou est capable de toffer la run, d'endurer et tout jusqu'au JO, c'est lui qu'ils vont envoyer parce que c'est quand même, c'est une légende un peu, Lou. Ah Mais ouais, s'il est pas capable de continuer et tout, il y a trop de mal de dos, ou je sais pas, il y a une hernie, il faut qu'il se fasse opérer, ou des circonstances comme ça, d'après moi, c'est Lee qui va y aller, Lee Dain, peut-être que je me prononce mal son nom, mais c'est le deuxième Chinois qui va y aller, puis qui va gagner, d'après moi. Ils sont vraiment, vraiment forts, les Chinois. Ouais, bon, ça c'est clair que la Chine, c'est vraiment the pays d'haltérophilie, et d'autant plus Oui, maintenant vraiment. que les pays de l'Est, les pays un Ouais, peu, tombe. les pays soviétiques tombent. Mhm. Et c'est une bonne chose dans un sens, hein, puisqu'effectivement, si on n'est pas sur le même pied d'égalité, c'est un peu dommage. Bon, après, c'est un vaste débat et un vaste sujet, hein, puisqu'au final, Ouais. après, le problème de ça, c'est que ça jette un peu le discrédit sur tout le monde, parce qu'à partir de là, on pourrait bien se dire que les Chinois sont dopés aussi, que d'autres pays sont dopés, mais qui se sont pas fait Mhm. prendre. À partir de là, Ouais. c'est difficile de savoir qui est dopé ou qui l'est pas. En tout cas, Ouais. c'est quand même effectivement une bonne chose d'avoir repensé le processus pour être contrôlé plus régulièrement, puisque c'est au moins, je Ouais. trouve, une façon de dissuader peut-être ceux qui pouvaient Ouais, être tentés. exactement. Bon, après, le problème avec le Le problème dopage, qu'on a, le problème qu'on a, par exemple, en ce moment, c'est que s'ils repoussent les jeux ils repoussent les jeux en 2021, à l'été 2021. Donc, tout ce processus-là, qui se sont vraiment, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de bien, puis équitable et tout, pour que les gens se fassent tester, puis que les gens qui sont pas propres se fassent prendre et tout. Par contre, s'ils disent que le processus de qualification est terminé, puis qu'on va à l'été 2021, ben on se retrouve avec le même problème. On est un an, même plus qu'un an, 14 mois environ, parce que les dernières compétitions étaient environ en mars 2020, donc on irait jusqu'en juillet 2021, fin juillet 2021. Donc, les personnes qui sont un peu mal intentionnées, puis qui, par exemple, sont déjà qualifiées, puis qui disent « Ah, la qualification est terminée », ben là, la qualification est terminée, ils ont 14 mois qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. Ceux qui vont au JO puis qui veulent gagner feront peut-être pas beaucoup de compétitions en 2021, puis ils se font pas beaucoup tester. Donc, on retombe un peu avec le même problème. Ouais, ça c'est un peu la faute à pas de chance, effectivement. Parce que Ouais, exactement. je sais que par exemple, il y a le championnat d'Europe senior qui doit se dérouler là en juin à Moscou. Sauf erreur de ma part, à ce jour, on n'a pas encore eu d'annonce officielle, mais il serait pas surprenant qu'il soit repoussé. Donc effectivement, ça Ouais. rajouterait une échéance de test, Mhm. peut-être sur le dernier trimestre de 2020, a priori, s'il le repousse pas trop loin. Parce Ouais. que, bon, vu le contexte aujourd'hui, en plus, la Russie, je crois qu'ils sont encore, enfin, pas au début de l'épidémie, mais en tout cas, ils n'ont pas encore atteint le pic. Donc, difficile de dire aujourd'hui. Et je pense que ce ne sera pas le cas, hein, mais je pense que la compétition se déroulera pas en juin, c'est certain. Ça va être difficile, en tout cas. Et c'était une compète, je pense, qui est restée obligatoire pour beaucoup de monde en Europe, puisque c'était justement une des dernières compètes pour marquer des points pour les JO. Ouais, exact. Donc, c'est un peu l'incertitude, ouais. Mhm. Et c'est pas trop dur, du coup, par rapport à, enfin, pour toi, comment on se sent quand c'est ça? Parce que j'imagine que dans le positif, au moins, ça laisse un an de préparation en plus. Mhm. Après, je sais que pour en avoir discuté avec certains athlètes qui sont plutôt en fin de carrière, c'est presque pénible parce qu'on se dit, bon, allez, j'ai mis certains projets personnels ou professionnels de côté en me disant, voilà, je fais mon Olympiade à fond et après, je passe sur une autre période de ma vie. Et là, bon, allez, je retire un an. Ils en ont pour certains un peu plein les pattes. Ouais, vraiment. Surtout, c'est comme si tu faisais une grosse course, parce que c'est presque un marathon, on pourrait dire, le 18 mois de qualification.
c'est long, c'est difficile parce que tout le monde te parle toujours des JO, t'es toujours dans ta tête. Si tu fais une bonne compétition, t'es content, mais il faut que tu passes à l'autre. Si t'as pas fait une bonne compétition, t'es pas content, mais il faut que tu passes à l'autre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression puis de stress accumulé. Puis là, c'est comme si t'arrivais à la ligne d'arrivée du marathon, puis on te dit, finalement, tu peux courir à l'autre course qui est les Jeux olympiques. Puis finalement, on fait, mais non, finalement, c'est pas 42 km qu'il faut que tu cours, c'est 70. Fait que là, ça te donne comme plus le goût de... Ben, ça te donne... Moi, qu'est-ce qui est bien dans mon cas, c'est que 2020, c'était pas une finalité. Dans mon cas, que j'aille au jeu de 2020 ou que j'aille pas au jeu de 2020, j'avais déjà prévu continuer jusqu'au mois en 2024 parce que j'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans dans un mois et demi. Donc, dans 2 mois. Donc, pour moi, c'était pas une finalité, mais c'est sûr que j'ai été découragé. J'ai pris au moins une semaine à faire d'autres choses que de l'haltérophilie. Que même si j'avais fait les championnats panaméricains la semaine prochaine puis que j'étais pas qualifié, je crois que j'avais quand même pris une semaine ou deux de repos pour pas nécessairement penser à qu'est-ce que je vais faire par la suite, mais juste changer d'air, faire d'autres choses parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'haltérophilie, après mois pour la qualification pour les Jeux olympiques. Puis comme j'ai dit précédemment, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress, autant du côté personnel, parce que c'est un objectif que tout le monde veut atteindre, et du côté aussi de... Tout le monde te parle toujours de ça, tout le monde, tu sais, les médias, à chaque fois que tu reviens à une compétition, bon, est-ce que tu es qualifié pour les Jeux olympiques? Parce que comme je viens de l'expliquer, le processus des Jeux olympiques est pas évident, donc tu sais, à chaque fois que je revenais à une compétition, est-ce que tu es qualifié? Il en reste encore 2. Est-ce que tu es qualifié? Ben, il en reste encore 1. Est-ce que tu es qualifié? Ben, je sais pas, là, c'est repoussé. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de pensée, puis de... Ouais, c'est ça, de pensée. Et du coup, tu as des partenaires d'entraînement qui sont Oui, dans oui, ton oui. club ou avec lesquels tu t'entraînes régulièrement, qui sont dans le même cas de figure, c'est-à-dire qui ont en ligne de mire l'Olympiade? Oui, dans le fond, mon coach à moi, Jean-Patrick Millette, il coach, on est 3 athlètes qui s'essayaient pour les Jeux de 2020. Moi, dans les 81 kilos, Christelle Ngarlem dans les 76 et Maud Charon dans les 64. Maud est dans le top 8 mondial. Je ne pourrais pas dire exactement son classement, mais elle est dans le top 8, ça, c'est quasi certain. Donc, elle, c'est presque certain c'est quasi certain qu'elle allait au jeu. Christelle, elle était vraiment candidate pour la place continentale, donc elle aussi était vraiment près d'aller au jeu. C'était plus moi qui étais incertain, mais moi, je suis le plus jeune des 3. Tu sais, Maud, elle a 26, je crois, ça va avoir 27, j'espère que je me trompe pas, puis Christelle, elle a 24, elle va avoir 25. Christelle, elle prévoyait continuer, Maud, pas vraiment, donc c'est plus... moi et Christelle, on se ressemble un petit peu plus dans le sens que les deux, on voulait continuer pour un autre jeu olympique, mais les deux, on voulait prendre une année un petit peu plus pour les études l'an prochain. En fait, moi, comme j'ai dit, je voulais rentrer l'automne prochain à temps plein en kinésiologie, dans le fond, pour vraiment booster, faire une année à temps plein, c'est faire beaucoup de cours et tout, pour ensuite que dans le fond, si je m'essaie pour les Jeux de 2024, mais là, j'ai 3 ans ensuite pour vraiment m'entraîner, puis que je puisse, quand je finis mes Jeux de 2024, j'ai quasi terminé mes études. Christelle, c'est ça environ son plan de match, elle aussi, et Maud, elle a fait, on retourne vraiment au début du podcast, mais elle a fait son cégep en technique policière. Elle a fait une technique policière au cégep, plutôt. Donc, dans le fond, elle a fait 3 ans pour elle étudier pour devenir policière. Et puis, dans le fond, comment ça se termine, ça, normalement, c'est que tu vas à une autre école, une école de police à Nicolette, et que tu fais, je crois que c'est encore 15 semaines, quelque chose de genre intensif. C'est juste que c'est vraiment strict. Tu peux y aller, mais il faut vraiment juste que tu sois là. Donc, tu peux pas vraiment t'entraîner, tu peux pas vraiment sortir pour aller faire les compétitions. Donc, elle voulait y aller l'an prochain pour, dans le fond, finir sa carrière d'haltérophilie, aller à Nicolette pour finir sa technique policière et puis devenir police. Donc, sauf que là, ça décale tout d'1 an. Est-ce qu'on t'attend vraiment 1 an et tout? Ça revient un peu à ce que je disais. C'est comme si on repousse vraiment beaucoup la limite du marathon qu'on est en train de courir. Donc, c'est beaucoup de questionnements. Puis même, on sait même pas les qualifications, comment ça va se passer. Est-ce que... on sait pas trop. On est beaucoup dans l'incertitude, disons. Ouais, ça doit vraiment pas être évident parce qu'en plus, j'imagine que quand tu mets autant de choses de côté dans ta vie pro et perso
pour cet objectif athlétique, tu dois aussi avoir un peu cette auto-pression de résultat, en plus de celle que tu as déjà Oui, oui. certainement avec tout le reste, hein, mais de Ouais. dire, bon, j'ai mis ma vie en stand-by, il faut pas que j'y aille pour faire une compétition, peu importe le classement, hein, mais dont je serai pas fière à la fin, j'imagine, parce que tu te dis, bon, Non, ouais, c'est ça. Ouais. ça peut être... Et franchement, c'est difficile pour nous de se rendre compte, mais vous avez du mérite, parce que vivre avec ça en permanence, et d'autant plus, je trouve, quand t'es assez jeune, puisque je pense qu'après, avec les années, t'apprivoises un petit peu tout ça. Mais Mhm. vivre avec ça à 20, 21, 22 ans, enfin, moi, quand je me souviens, j'ai plus tellement 21, 22 ans, mais quand je les avais, enfin, quand je me vois maintenant, je me dis, mais à 20, 21 ans, j'étais un gros bébé d'un point de vue athlétique, tu vois. J'étais pas du tout, j'avais pas forcément, c'est logique, hein, mais la maturité que je peux avoir maintenant, et je sais pas du tout comment j'aurais pu vivre avec cette pression-là. Donc chapeau, déjà, quand même. Merci, c'est gentil. Mais en même Et temps, tu sais, Christelle, par exemple, elle a 25, moi j'ai 21, 24 par 25. Moi j'ai 21, j'en avais sur 22, mais en même temps, ça fait tellement d'années. Tu sais, j'ai grandi en faisant de l'haltérophilie, j'ai grandi. J'aime bien le raconter, cette anecdote-là. Normalement, quand t'es vous, c'est. Le primaire, ça existe en France? Le primaire, ouais, le ouais, ouais, c'est secondaire. ça. Quand mettons, t'as 15 ans ou 13, 14, 15 ans, d'habitude, ta vie tourne un peu autour de l'école. C'est-à-dire que t'as hâte à décembre parce que ça va être Noël, tu vas avoir des congés d'école, t'as hâte, mettons, en mars parce que la première semaine, pour nous, c'est spring break, donc t'as une semaine de relâche. Ensuite, t'as hâte à l'été parce que tu auras peu de vacances. Mais pour moi, ma vie tournait autour de l'haltérophilie, tu sais. Ma vie, j'avais hâte à Noël, pas pour les vacances. Ben oui, pour les vacances, mais pour les vacances, pouvoir m'entraîner pour aller aux Nationaux juniors en janvier. J'avais hâte à l'été, pas pour les vacances d'été, pour aller aux championnats du monde. J'avais hâte à l'automne pour aller aux championnats du monde senior, tu sais. Donc, ma vie a toujours tourné autour de l'haltérophilie. Donc là, c'est plus difficile de pas savoir qu'est-ce que je vais faire dans la prochaine année, tu sais. Mais en même temps, on est des athlètes, on est quand même habitué de devoir s'habituer au changement mettons, qu'on va à une compétition internationale, qu'on doit changer un peu de nourriture, on doit changer de fuseau horaire, on doit changer d'endroit où on s'entraîne, de climat parfois. Puis, donc, c'est plus des choses comme ça qu'on est habitué, mais c'est quand même extrême en ce moment. Bah là, justement, tu parlais des compétitions internationales. J'ai vu que tu avais déjà concouru lors des championnats du monde, des championnats Oui. panaméricains. Tu as participé également aux Jeux du Commonwealth. Donc, que nous, Pas les jeux, les championnats par contre. Les championnats, d'accord. Excuse-moi, Ouais. je fais pas trop la différence. C'est vrai que Ouais, comme c'est y une a pas de problème. compétition pour laquelle dans laquelle la France est jamais engagée, parce que je crois que Ouais. c'est tous les pays en rapport avec la couronne, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est tous les pays qui ont déjà été une colonie ou qui sont encore une colonie de la Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne, en fait. D'accord. Mais ça reste quand même, enfin, je me suis un petit peu renseignée du coup. Ça reste quand même une très grosse compétition parce qu'il y a quand même énormément de pays, dont des pays qui pour le coup envoient pas mal d'haltérophiles de très bon niveau. C'est pas du tout, enfin moi j'estime pas que ce soit une compétition secondaire. Et du coup, ma question c'est, par rapport à toutes ces compétitions-là, depuis tout le temps, depuis le temps que t'en fais, est-ce que t'as un souvenir qui te reviendrait? Ton meilleur souvenir, ce serait lequel? Est-ce que ça doit être une compétition internationale ou ça peut être n'importe quelle compétition? Non, si c'est une autre compétition, vas-y. Nous c'est quand même ridicule un peu, puis je pense que ça va rester mon meilleur souvenir jusqu'à la fin de ma carrière. Mon meilleur souvenir, c'est quand c'était en 2011, à mes premiers Jeux du Québec qu'on appelle. À chaque 2 ans, chaque année, il y a un jeu du Québec, donc les jeux de la province de Québec. Puis 1 an sur 2, dans le fond, c'est l'haltérophilie, parce que c'est comme un peu, on peut comparer ça un peu aux Jeux olympiques, sauf que c'est pas aux 4 ans, c'est aux 2 ans, parce que dans le fond, il y a 1 an que c'est Jeux d'été, l'autre c'est Jeux d'hiver, donc 1 an sur 2, c'est l'haltérophilie. Donc c'était en 2011, puis c'est comme la première grosse compétition provinciale que je faisais. J'étais avec mon meilleur ami, qui est jusqu'à ce jour encore mon meilleur ami, que je suis le parrain de son petit garçon et tout. Donc, c'est tellement une compétition qu'on était une équipe, et puis que c'est une équipe vraiment qu'on s'entraîne ensemble, un peu qui ressemble à d'autres pays, un peu comme l'INSEP que tu me parlais tout à l'heure, que c'est vraiment une équipe qui s'entraîne ensemble. Ben là, on était une équipe vraiment de moins haut niveau. On s'entend que c'était du cadet, c'était beaucoup moins haut niveau que l'INSEP, ça c'est sûr. Mais je trouve que c'est ça qui me manque au Canada, c'est d'avoir une vraie équipe un peu qui s'entraîne ensemble, qui fait des camps d'entraînement, qu'on est content de se voir les uns les autres. Surtout,
pendant la période de qualification olympique, tout le monde a voulu un peu tirer de son côté, soit avoir son coach à telle compétition, soit avoir les subventions et tout de la fédération. Donc, je trouve qu'on a perdu beaucoup cette essence-là au niveau de l'équipe canadienne, ça c'est certain. Donc, moi, c'est vraiment mon plus beau souvenir. J'étais avec mon meilleur ami, j'étais avec tous les gens de ma région de l'Abitibi-Témiscamingue, puis on avait gagné les Jeux du Québec. Je crois que c'était la première et la dernière fois que l'Abitibi gagnait les Jeux du Québec. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des meilleurs souvenirs que j'ai vraiment de toute ma carrière. Mais j'ai eu d'autres beaux souvenirs à l'international. C'est sûr qu'il y a eu c'est des beaux voyages et tout, mais vraiment que je me rappelle vraiment mon plus beau souvenir, je pense que c'est ça. Ouais, bah, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure sur le plaisir des rencontres en compétition, quel que soit le niveau. Et puis, ça rejoint un petit peu ce que Mélanie, que j'avais interviewée là, lors de l'épisode 1, m'avait dit aussi. Elle fait des compétitions en équipe en France et en Allemagne également. Et en général, la partie équipe, on peut pas dire que ce soit mieux ou moins bien, mais c'est très différent et très positif aussi pour plein de raisons. Donc, je pense que tu serais pas le seul athlète à trouver que les compétitions en équipe, quel que soit le niveau qu'on a, ou en tout cas aller en compétition avec une équipe, même si c'est en individuel, il y a un vrai truc en plus au niveau de la solidarité, au niveau de un peu de l'émulation aussi. Je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'aime vraiment, vraiment beaucoup faire peut-être je vais massacrer un peu le nom du championnat, le championnat par équipe de France, un truc du genre, avec le club de Saint-Marcellin. On dirait que ça revient, tu sais, c'est pas des gens avec qui je m'entraîne tout le temps, mais on a vraiment le sentiment d'équipe que quand tu prends un essai à l'arraché ou à l'épaule jetée, c'est vraiment pour l'équipe, c'est pour toi, tu sais, au bout de la ligne, si t'es champion ou si t'es deuxième, troisième ou peu importe le rang, si tu gagnes la compétition, ton nom va être là, mais c'est beaucoup pour l'équipe, c'est beaucoup... j'ai vraiment retrouvé ça, puis je crois que c'est une des raisons pourquoi j'aime vraiment, vraiment beaucoup faire ce championnat-là avec Saint-Marcel. Moi, j'allais y venir justement. C'est vrai que vous avez quand même déjà un beau palmarès. Si on prend déjà les 2 dernières années, vice-champion l'année dernière, champion cette année. Alors, on sait qu'en France, c'est un championnat, en tout cas pour les 3-4 premières équipes, qui est quand même pas mal disputé. Sachant qu'il y a 2-3 équipes qui sont un petit peu au-dessus parce qu'elles arrivent à avoir 100% des effectifs qui sont à des niveaux très élevés. D'autant plus comme là dans ton cas, quand on a des renforts de l'étranger qui sont souvent aussi des très bons athlètes. C'est pas trop compliqué de faire la route à chaque fois et de venir faire les compétitions? Non, je trouve pas. Non? Ouais, pas vraiment. Ben, où mes parents habitent, en Abitibi-Témiscamingue, c'est 7-8 heures environ d'auto de Montréal à ici. Donc, je suis quand même, je veux dire, habitué de faire beaucoup de routes. Puis pour moi, tu sais, c'est 6 heures environ, 6, peut-être 8 heures avec le TGV et tout, vraiment se rendre à Saint-Marcellin. Mais pour moi, c'est tellement une expérience plaisante et tout, qu'on a du plaisir. J'ai pas besoin de faire de perte de poids, j'ai pas besoin de... J'ai juste besoin d'avoir du plaisir puis de lever lourd. On dirait que tu reviens un peu plus aux bases de l'haltérophilie, que c'est l'haltérophilie, oui, t'as des catégories de poids, oui, t'as des contraintes et tout, mais à la base, c'est d'avoir du plaisir un peu avec ses amis puis de savoir qui est capable de lever le plus lourd. Donc, je trouve un peu que ce championnat-là ramène à l'essence de ça, qu'on est tous ensemble, on est une équipe contre une autre équipe, puis on s'amuse, on lève le plus lourd qu'on peut ensemble. Ouais, puis ça vous permet de faire un petit peu le match aussi, parce que dans l'équipe là, à Saint-Marcellin, c'est que du très haut niveau, quand même. Oui, donc c'est assez cool, je pense que ça doit mettre pas mal... On a quasiment des masters avec Dédé. Peut-être qu'un jour, Romain va se décider à revenir, mais c'est presque des masters. Ils ont presque 40 ans, je crois, les deux. Oh là là, dis pas ça à Romain. Donc André Jaune et Romain Mayer. Oh là, dis pas ça à Romain. Romain, il est plus vers les 35 que vers les 40. Hein. Romain, si tu m'écoutes, je suis de ton côté. moi, je crois qu'il a 40. Moi, je crois qu'il est près de 40. Ouais, non, mais après, c'est vrai que c'est cool parce que du coup, vu de l'extérieur, en tout cas, ça vous fait, hormis les performances, hormis les charges, tu vois, je trouve que ça vous fait une équipe très complète parce que vous avez à la fois plusieurs personnes, donc avec Enzo, avec Israël, qui sont au niveau national, international même d'ailleurs, mais plutôt jeunes, plutôt on va dire en début de carrière quand même, alors que Romain et André sont des athlètes effectivement plutôt master, qui ont eu une période à haut niveau quand ils étaient plus jeunes et qui doivent certainement apporter un peu plus de maturité dans l'équipe.
Et Ouais, pour ouais, autant, quand même. moi, je connais bien Romain. Il est quand même il est quand même super décontracté, quoi. Donc, Ouais, ouais. Il reste jeune de ouais, cœur. voilà. Je pense que vous devez bien rigoler. Je pense que vous devez Ouais, bien non, c'est rigoler. bien. C'est vraiment bien. Ouais, ouais. Est-ce que tu ressens un petit peu la pression du... Parce que quand on... Enfin, j'en sais... Moi, j'ai pas la chance de vivre ça, mais quand on a une équipe type Saint-Marcelin, on joue le championnat pour gagner, parce Ouais. qu'on a les effectifs qui le permettent. Est-ce que tu ressens un petit peu cette pression de résultat? Pas forcément dans le négatif, hein, mais... Euh, c'est sûr, ça a été une nouvelle expérience pour moi. C'est parce qu'on n'a pas ça au Québec des championnats par équipe. T'sais, oui, on en a, mais c'est souvent par cumulatif de points si tout le monde gagne des médailles, et ainsi de suite. Mais vraiment que c'est tout ou rien, soit que tout le monde gagne, soit que personne gagne. On a vraiment, vraiment pas beaucoup de compétitions comme ça. Donc, ça a été de réapprivoiser ça. Je dirais que un petit peu, j'avais un petit peu de pression, mais c'est moi qui me la mettais. Enzo et Daniel et tout ça, le club de Saint-Marcelin ont toujours été vraiment, vraiment hyper gentils, hyper un peu compréhensifs aussi de que moi, l'objectif, c'était la qualification olympique, c'était pas nécessairement le championnat de France, même si oui, j'aime ça le faire et tout. Donc, ouais, je pense que j'aimerais beaucoup moins ça si c'était OK, Alex, tu viens, on te met dans une chambre, personne te parle. T'es vraiment utilisé un peu comme un objet, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, je suis accueilli comme si comme si je faisais partie de la famille depuis toujours. Et puis, si je suis capable de faire des grosses barres, tant mieux. Si je suis pas capable, tant pis. On fait de notre mieux. Puis je pense que c'est un peu dans les deux sens aussi. Eux, ils savent que moi, quand je vais là, je donnerai pas de demi-mesure. Je vais tout donner. Peu importe je suis dans quelle phase, peu importe je suis dans quel état. Donc, je pense que c'est dans les deux sens. Eux, ils savent que moi, je vais tout donner, puis moi, je sais que eux, si je donne tout ce que j'ai, ils vont être hyper contents et tout. Donc, oui, il y a de la pression, c'est sûr, mais c'est de la bonne pression. Je trouve que c'est pas de la pression, c'est pas de la grosse pression qu'ils me mettent de Alex, tu dois faire 185 à l'épaule jetée ou tu dois battre tes records à l'épaule jetée ou à l'arraché, sinon on gagne pas, puis ça va être à cause de toi qu'on gagnera pas. Tu sais, jamais qu'ils ont eu ce discours-là avec moi. Non, mais je pense que c'est important parce qu'en France comme au Canada, je pense, l'haltérophilie, c'est pas un sport où il y a énormément d'argent. C'est un euphémisme d'ailleurs. Mais Ouais. donc du coup, ce qu'il y a de positif, moi je trouve, c'est ce côté associatif très fort, très familial. Mhm. Parce que dans la plupart des clubs, t'as des gens, t'as les enfants de gars qui pratiquent depuis longtemps, jusqu'au papy un peu de l'haltérophilie. Et je dis ça Mhm. avec beaucoup de tendresse, hein. Et c'est ça qui est super bien parce que ça reste très familial. Donc le fait de ramener des athlètes internationaux, donc qui viennent d'autres pays pour renforcer le Mhm. championnat. Alors on peut y voir des limites, hein, forcément, mais moi ce que je trouve de positif, c'est que déjà ça stimule un petit peu le niveau global. Et puis Ouais. le fait d'avoir mis un nombre, puisqu'on peut avoir qu'un étranger ou qu'un seul muté par équipe, Ouais. donc ça évite, disons, d'avoir des super teams avec les clubs qui Ouais. auraient un peu plus d'argent, et à l'inverse des clubs qui ont peut-être un peu plus de difficultés, qui seraient du coup systématiquement en bas du classement, et pourtant qui Mhm. mériteraient vu l'implication qu'ils mettent. Donc je trouve que ça élève le niveau du championnat, et puis je trouve que c'est très sympa aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes, et quand il y a des internationaux qui viennent, effectivement de pas fonctionner comme si c'était des mercenaires, quoi, tu vois, d'avoir vraiment ce côté Non, ouais, c'est ça. bienvenue dans la famille, quoi, même si c'est Mhm. à chaque fois Exact. sur que quelques dates dans l'année, parce que bon, c'est fait comme ça, mais je trouve que c'est assez Mhm. cool. Je sais que le club de Villeneuve-Loubet, puisque je les ai affrontés déjà en équipe cette année, Ouais. ont aussi dans leur rang deux Canadiennes, puisque je crois qu'il y a Rachel, le blanc basiné, Ouais. Mhm. pour les fans de CrossFit, la sœur de Camille, Ouais. mais qui se résume pas à ça, et aussi Thalie, donc, que tu as cité tout à Mhm. l'heure, il me semble. Tali est un peu dans la même situation que moi, qu'on a le même âge ou est un petit peu plus vieille de quelques mois. Elle aussi, elle s'est essayée pour les Jeux olympiques. Donc, elle aussi, chapeau à elle pour... dans le fond, c'est pas elle non plus, je sais pas exactement c'est quoi son rang au niveau continental et tout, mais je sais qu'elle aussi, elle s'est essayée. Puis les deux, on se suit depuis longtemps, autant dans les championnats nationaux que dans les championnats mondiaux juniors et tout. Donc, elle est un peu dans la même situation que moi, tandis que Rachel est un petit peu plus comme dans ma situation de mode, que je crois, parce que c'est pas des personnes avec qui je m'entraîne tout le temps, mais je crois que c'était les Jeux olympiques, ensuite on passait un peu à autre chose, parce qu'elle est un petit peu plus vieille que Mose, si je me rappelle bien. Ben, en tout cas, j'espère, puisqu'on aura la chance d'avoir les JO en 2024 à Paris. Mhm. Oui. J'espère qu'on sera sorti de confinement d'ici là. Parce que... mais en tout cas, du coup, j'espère que je pourrai t'y croiser, parce que forcément, Bien sûr. à mon avis, tous les fans d'haltéro, on essaiera Vont de être se là. jeter sur les tickets. C'est tellement Ben rare oui. d'avoir ce genre de compétition à domicile. Donc Ouais, ouais, j'espère t'y clairement. voir.
Oui, puis si un jour il y a un championnat d'équipe à Lille, sûrement que tu vas être là aussi. Ah bah oui, j'espère. On a eu déjà un championnat du monde, mais c'était il y a très très longtemps maintenant. J'étais pas née d'ailleurs, En je crois, 2011? ou tout juste. Non, c'était encore Ouais, en plus vieux, il me 2011. semble. Ouais. Les championnats du monde, senior? Pas les championnats. Si, un championnat du monde, Ouais, mais. championnat du monde senior, c'était en 2011 à Paris. Mais Ah peut-être qu'il oui. y en a sûrement déjà eu avant, mais ouais. Ah, il y en a eu un à Lille, mais Ah, à alors Lille, là, ok, je pensais que tu parlais à Paris, par contre. les puristes pourraient te donner la date, mais pas moi parce que je ne sais pas. Donc, donc voilà. Bah, j'ai une dernière question pour toi, c'est qu'est-ce qu'on peut te Oui, pas de souhaiter, problème. du coup? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Je pense que c'est de continuer à m'amuser dans le sport. Comme, ouais, je crois que le jour où tu perds l'amusement, tu perds un peu la passion, je crois que c'est là que la carrière s'arrête. Mais moi, ce que je veux qui m'arrive, c'est de continuer à être passionné de l'haltérophilie encore longtemps, que ça dépasse même ma carrière d'athlète, parce qu'on sait qu'un jour, il va falloir que je fasse d'autres choses dans la vie. Je pourrais pas rester sur l'équipe nationale jusqu'à 50 ans non plus. Mais de rester passionné puis de continuer à pouvoir transmettre ma passion aux autres athlètes, transmettre ma passion aux autres, continuer à pas me prendre au sérieux, je crois. Bah écoute, c'est un bel objectif. Et on me dit dans l'oreillette, comme ça j'aurais atteint mon objectif, j'aurais pu vous donner la réponse avant la fin du podcast, que le championnat du monde à Lille, il s'est déroulé en septembre 1981. Donc je confirme que Ouf. j'étais pas du tout née. J'ai pris un Mais sacré coup de Romain vieux. et Dédé étaient nés. Romain avait déjà 12 ans d'ailleurs. Ouais. Non, je suis désolée Romain. Bah écoute, je te remercie d'avoir pris le temps de discuter un petit peu avec moi, c'était super intéressant, toujours très Merci intéressant à toi, je l'ai vraiment aimé. Ah bah écoute, j'en suis ravie. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en refaire un éventuellement après une grosse compète et j'espère en vue Bien des sûr. JO et que tu Oui, bien pourras nous sûr. faire un retour d'expérience sur tout ça. Oui, Voilà. c'est sûr. Bah écoute, je te remercie, puis je te souhaite Merci à une toi. bonne journée. Au revoir. Salut! Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.